de votre introduction. Et c'est avec grand plaisir que je me retrouve à Montréal, qui est une ville que j'aime beaucoup. Et aux ailleurs, j'ai fait les tout premiers calculs menant à la famille d'ondelettes que certains ont la gentillesse d'appeler par mon nom. Et j'étais en visite pour faire un exposé en physique mathématique. Et j'avais commencé à travailler sur les ondelettes et j'avais entrevu une possibilité. Et il faisait très très froid. Et c'était en février. Et je voulais me balader dans la ville. Et il faisait tellement froid que toutes les 10 minutes, je devais aller rentrer quelque part, etc. Alors, pour me réchauffer, je faisais des petits calculs. Bon, mais c'était il y a longtemps, en 87. Alors, ce soir, je vais vous parler d'une aventure, une très belle aventure que j'ai vécue, où j'ai vu, comme il arrive souvent, que des mathématiques qui ont été développées dans un cadre particulier peuvent être utiles dans un tout autre cadre. Et je vais vous parler de ma collaboration avec des géophysiciens spécialistes en sismique pour faire parler la Terre. Alors, j'ai plusieurs ingrédients. Je dois d'abord vous raconter un tout petit peu sur la Terre, les choses que j'ai apprises de mes collègues géophysiciens, où je vous parlerai de la structure de la Terre un tout petit peu et des panaches. Et alors, on parlera aussi de l'outil mathématique d'analyse et compression d'images, les ondelettes. Et alors, finalement, on verra comment on a tout regroupé pour faire de nouvelles recherches pour comprendre la structure de la Terre. Donc, d'abord, un tout petit cours intensif sur la structure, enfin pas intensif, mais un cours sur la structure de la Terre et la genèse des îles volcaniques. Donc, la Terre est à peu près une sphère et nous évidemment, nous vivons à la surface de la Terre ici. Et la surface de la Terre, il y a la croûte de la Terre qui a 5 à 50 km. Et puis, il y a le manteau. Et puis, alors, il y a le noyau de la Terre. Et je parlerai surtout de la structure, d'une structure qui se trouve dans cette couche extérieure. Le noyau commence à environ la moitié de la profondeur, allant de la croûte terrestre jusqu'au centre. Alors, si nous faisons des forages dans la Terre, donc dans la croûte terrestre, la peau de cette orange qu'est la Terre, nous trouvons qu'il y a des roches d'âge très différentes. D'âge très différents. Il y a des roches qui ont été constituées récemment, mais on trouve des couches qui ont un âge, qui ont été métamorphosées il y a 3 milliards d'années, ou même un peu davantage. L'âge de la Terre est entre 4,5 millions et 5 milliards d'années, donc ce sont des couches très très vieilles. Si par contre on regarde au fond des océans, nous avons les océanographes ont des bateaux très impressionnants qui peuvent faire des forages à grande profondeur dans le fond, les fonds océaniques. Nous trouvons qu'il y a aussi une diversité d'âge, mais elle est beaucoup moindre. Vous voyez ici l'âge le plus avancé est de 180 millions d'années, donc beaucoup moins qu'1 milliard, et nous avions 3 milliards sur la croûte terrestre, sur les continents. Et il y a certaines zones qui sont beaucoup plus âgées que d'autres. Par exemple, cette zone près de l'Amérique du Nord, ou cette zone juste en face de l'Afrique, ou aussi cette zone-ci, elle n'est pas aussi âgée que celle tout près du Japon, mais quand même au milieu du Pacifique, elle est beaucoup plus âgée que sur la crête. Ici, il y a des crêtes dans les océans, et une crête qui rejoint le continent nord-américain ici, qui sont les crêtes les plus jeunes, où on trouve les couches les plus jeunes.
les roches les plus jeunes au fond de l'océan. Alors nous avons une explication pour ces différences d'âge qu'on trouve dans les océans et sur les continents, et aussi pour cette diversité à l'intérieur des océans, c'est les plaques tectoniques et leur évolution. Nous avons compris, les géophysiciens ont compris que les différentes plaques bougent lentement sur la surface de la Terre et se heurtent en certains endroits et s'écartent dans d'autres. Et là où elles s'écartent au milieu des océans, se créent de nouvelles roches par un ajout de couches plus profondes dans la Terre. Et il y a de nouvelles roches qui se créent. Et aussi, si on regarde l'âge, si on regarde non seulement l'âge, mais aussi la profondeur des océans, on trouve que près des océans, près des ridges, des crêtes, le fond est beaucoup moins profond, tandis que loin des crêtes et là où l'océan le fond est plus âgé, plus vieux, l'océan est aussi beaucoup plus profond. Et ici, une carte mondiale où, à nouveau, on voit qu'il y a une grande profondeur, par exemple ici, où il y avait cette partie très âgée de l'océan Pacifique et qui est aussi la plus profonde. Alors, les îles, je vous avais parlé de la genèse des îles volcaniques. Il y a pas mal d'îles volcaniques qui sont associées à ce phénomène des crêtes au milieu des océans, parce qu'évidemment, puisqu'il y a une nouvelle roche qui monte du fond de la Terre, du centre de la Terre, pour créer de nouveaux rochers, il y a aussi des montées qui sont plus spectaculaires et qui créent alors des îles volcaniques. Mais il y a d'autres îles volcaniques qui se trouvent bien loin de ces dorsales et dans des endroits où les océans sont les plus profonds et où le fond est le plus ancien. Donc, par exemple, juste devant l'Afrique, où je vous avais montré qu'il y a des couches très anciennes, on trouve les îles Canaries, les îles du Cap-Vert, on trouve aussi les Açores, un peu plus loin. Dans l'océan Pacifique, des exemples sont Hawaï, Tahiti. Il y a aussi ici dans l'océan Indien, l'île de la Réunion est un autre exemple. Donc on trouve des îles qui ont des caractéristiques très différentes et qui ne sont pas sur les dorsales du tout. Si on regarde un peu plus près, ici la chaîne hawaïenne, on en trouve toute une panoplie d'îles. Et si on essaye alors de regarder l'âge de ces îles, on trouve que l'île la plus grande d'Hawaï est l'île la plus récente. Elle a moins de 2 millions d'années. Et puis, plus on s'écarte de la grande île, plus vieux sont les roches volcaniques, plus anciens sont les roches volcaniques qui constituent ces îles. Et à nouveau, on a proposé une explication qui est maintenant acceptée assez largement. C'est l'idée des panaches. C'est-à-dire que l'hypothèse est qu'il y a des endroits stationnaires dans la Terre où il y a une montée très lente. Et il ne faut pas l'imaginer comme une montée liquide. C'est une montée très lente de matériaux qui sont un peu plus chauds et plus plastiques que le reste du manteau. Et à travers ces matériaux un peu plus chauds, plus légers, qui montent à travers le manteau et qui alors s'accumulent en surface et créent une île volcanique. Et comme les plaques aussi bougent, au fur et à mesure que la plaque bouge, il y a d'autres endroits qui récoltent ces nouveaux apports, tandis que les îles déposées un peu avant s'écartent. Et c'est comme ça que cette hypothèse des panaches
explique que les îles de Hawaï auraient été formées au-dessus d'un point, d'un panache comme, de ce genre. Alors, bon, moi je vais bien. Mais où est l'évidence scientifique pour cette méthode, pour cette hypothèse? Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui se trouve dans la Terre, comme ça, dans les entrailles de la Terre? Comment est-ce que les scientifiques peuvent affirmer ce genre de théorie ou ce genre d'hypothèse et pas seulement ça d'ailleurs. Comment peuvent-ils trouver de l'huile ou du pétrole ou du gaz dans des couches profondes? Comment est-ce qu'on peut étudier? Vous avez sans doute vu ces belles cartes en profondeur de différentes couches qui montrent des brisures ou des cassures dans certaines couches. Comment est-ce qu'on les trouve? Alors, cette évidence scientifique peut être déduite à partir de la sismologie. Alors, qu'est-ce que la sismologie? La sismologie est une façon de faire une tomographie de la Terre. Ici, j'ai un petit dessin qui illustre un bateau. C'est pour faire de la prospection pour de l'huile ou des gaz en océan, dans des fonds océaniques. Donc, on envoie des ondes dans la Terre qui alors sont réfléchies aux interfaces entre plusieurs couches différentes. Et ces réflexions sont enregistrées et mesurées par des appareils d'écoute qui alors, en regardant toutes les écoutes qui ont été faites partout, peuvent permettre de reconstruire une image de ce qu'il y avait en dessous. C'est un peu comme quand on essaye de faire un sonogramme pour voir un bébé à l'intérieur du ventre de la maman. On envoie des ondes, elles sont réfléchies et on reconstruit ce qui était à l'intérieur. Donc, ondes, diffusion et réfraction, réflexion et alors quantifier et mesurer et quantifier. Et voici une image qui a été faite, par exemple, ici de la zone jusqu'à une profondeur de presque 2 km près de Seattle pour voir la cassure dans la croûte terrestre qui s'y trouve. Bon, tout ça, ça va bien pour trouver de l'huile ou du pétrole ou du gaz, ou pour regarder à 2 km de profondeur. Nous voulons maintenant regarder beaucoup plus profond que ça. Au plus profond qu'on veut regarder, plus on a besoin d'énergie. Par exemple, avec des ondes aux rayons X, on peut pénétrer, on peut voir le squelette à l'intérieur d'un corps. Elles sont beaucoup plus énergétiques que les ondes visuelles qui, eux, permettent de regarder l'extérieur d'un corps. La même chose pour la Terre. Il faut des ondes à énergie beaucoup plus grandes pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Et les seules sources qui ont une énergie assez grande pour vraiment explorer l'intérieur de la Terre sont les ondes qui sont créées par de grands tremblements de terre. Alors, quand il y a un grand tremblement de terre, il est mesuré par toutes les stations sismiques dans le monde et toutes ces mesures sont gardées en mémoire. Il y a maintenant des bases de données sur le réseau, sur Internet, où on peut trouver toutes les mesures par des stations sismiques de par le monde de tous les grands tremblements de terre des dernières décennies. Et donc, on peut faire des calculs après en regardant ces rayonnements. Et on peut faire une sismique de la Terre à partir de ces mesures. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en première approximation, la Terre a une certaine structure à symétrie sphérique. Et donc, on peut calculer ce que ces sources sismiques, ces tremblements de terre donneraient comme réponse sismique aux différentes stations si la Terre était vraiment tout à fait à symétrie sphérique. Et ça, c'est un calcul
compliqué, mais qu'on peut faire. Et alors, on peut regarder la différence entre ce qui est vraiment mesuré et cette réponse théorique. Et c'est celle-là qui nous donnera l'information de la déviation de la structure symétrique supposée et la réalité. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir s'il y a à certains endroits des choses différentes qui se passent. Bon, donc, ça c'est la théorie. Alors, qu'est-ce que tout ceci nous apprend sur les panaches? Jusqu'à très récemment, rien du tout, parce que en fait, l'existence des panaches a été d'abord établie en regardant la constitution chimique de ces rochers, ces basaltes qu'on trouve par exemple dans les îles hawaïennes, et qui est très 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 différente de la constitution des îles volcaniques qui sont reliées au dorsal. Donc il était clair qu'il y avait un phénomène très différent et qu'on retrouvait dans d'autres îles de ce même type. Et donc on trouvait qu'il y avait un air de famille entre ces îles, par exemple à Hawaï, à Tahiti, à Kerguelen, à Réunion, etc. Mais la preuve sismique n'était pas claire du tout. En fait, jusqu'à il y a environ 10 ans, on ne voyait rien du tout parce que, pour deux raisons. Les panaches sont très, très, très localisés. Donc, vous avez vu sous Hawaï, on suppose qu'il y a un panache. Hawaï est, comparé à l'océan Pacifique, une toute petite île. Et comparé à la taille de la dorsale, par exemple, dans le Pacifique, c'est une miette. Et donc, c'est très localisé, beaucoup plus localisé que d'autres phénomènes qu'on essaye de voir à l'intérieur de la Terre par la sismique. Et les outils mathématiques qu'on utilise en général pour regarder des choses qui sont plus ou moins sphériques comme la Terre sont des outils qui sont très très bons pour voir des phénomènes d'ondes qui existent partout sur la Terre. Mais pour quelque chose de très localisé qu'on voit ici et qui n'existe pas là, ils sont beaucoup moins pointus pour distinguer. Et d'autre part, le signal lui-même des panaches est très faible parce que la montée des matériaux qui montent dans le panache donne peut-être une réponse qui diffère de 1%. La densité et la vitesse de propagation des ondes dans les panaches peut être différente de 1% par rapport au reste des couches autour d'eux. Et donc, ce n'est pas un signal très, très fort. Donc, il faut vraiment, pour le voir, il faudrait des outils de calcul, des outils d'analyse des données qui, d'une part, utilisent des briques de plusieurs échelles pour pouvoir avoir des choses à petite échelle, mais aussi à l'échelle plus large, et qui, en plus, sont sensibles à des changements petits, mais très localisés. Et en fait, c'est là que vient le deuxième ingrédient. Donc, je vais vous parler des ondelettes. Alors, je vous ai parlé de la Terre, la structure, des panaches, etc. Maintenant, je vais vous parler de l'analyse et compression d'images, des ondelettes, et puis finalement, on regroupera le tout. Ondelettes. Alors, les ondelettes sont un outil mathématique qui permet de décomposer en blocs élémentaires, en briques si vous voulez, des signaux, des images. Je vais vous illustrer surtout pour des images, mais on peut le faire pour des tas d'autres choses, où on a des choses à petite échelle et à grande échelle, un mélange de phénomènes à plusieurs échelles, et où en plus, il sera possible de localiser très précisément des détails très fins. Alors, et on peut les utiliser aussi pour le calcul scientifique, et c'est là qu'elles sont utilisées quand on regroupe tout avec les grondements de la Terre. Alors, regardons des images. Les images sont l'image qui est projetée ici sur l'écran, les images sur vos écrans de télé, toutes les images digitales sont composées de pixels. C'est-à-dire que quand on les agrandit suffisamment, on voit qu'il y a des petits points ou des petits carrés qui
ont un niveau de gris ou de couleur qui est identique et qui sont juxtaposés pour donner l'impression de l'image entière. Si on a une image rien qu'en niveau de gris, alors, et si une image à 8 bits, alors chaque point, on a 256 niveaux de gris possibles, allant du noir pur jusqu'au blanc pur, de 0 à 255. Et par exemple, je vous montre ici une photo à haute résolution d'une peinture de Van Gogh. Et quand on l'agrandit suffisamment, on commence à voir les pixels individuels. Et je vous montre ici les nombres qui correspondent à une ligne. Et en fait, je vais manquer abréger à une partie de la ligne ici. Pour vous rappeler que plus le nombre est petit, plus le gris sera foncé, j'ai mis des nombres en dessous de 100 dans un caractère plus foncé pour vous rappeler que c'est une couleur plus sombre et en plus clair quand c'est au-dessus de 100. Donc vous voyez la transition ici de quelque chose de très foncé à plus clair. Ça correspond à la transition des nombres autour de 70 jusqu'au nombre aux alentours de 130. Alors déjà, on voit tout de suite que la plupart de ces nombres sont très proches de leurs voisins. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a une transition ici, mais ici, nous sommes dans le voisinage des 135. Ici, nous sommes dans le voisinage des 73. Alors, cela veut dire que si je prends ces nombres en paires chaque fois et je remplace les deux nombres par leur moyenne, alors j'aurai presque l'information complète de la paire avant. Presque, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ici, par exemple, cette moyenne-ci est assez loin des deux nombres. Mais pour la plupart des cas, cette moyenne est assez proche des nombres qu'on voit, des deux parents. Et c'est la même chose encore à ce niveau-ci. Je peux à nouveau prendre des paires et leur moyenne. Et ça me donnera l'information plus ou moins que j'avais avant, mais avec beaucoup moins de nombres. Alors évidemment, si je réduis l'information, il y a des endroits où je perds quelque chose. Je peux mesurer la perte potentielle en passant de deux nombres à leur moyenne, en regardant aussi la différence des deux nombres. Si cette différence est très petite, alors évidemment, la moyenne sera très proche des deux nombres. Si la différence est grande, par contre, il faudra non seulement la moyenne, mais aussi cette différence pour reconstituer les nombres au départ. Alors, regardons la différence pour les deux paires. Pour les paires, chacune des deux nombres dans les paires consécutives ici, et je le fais aussi pour le niveau suivant. Alors, la plupart de ces différences sont très petites. Il y a une exception, enfin, chaque fois, il y a une exception, ici et là, parce que c'est l'endroit où il y a ce décalage, ce passage de quelque chose de plus foncé à quelque chose de plus clair. Donc, j'ai ici une façon, si je regarde tous ces nombres noirs, et je garderais aussi si je gardais aussi les nombres cerclés de vert, je pourrais reconstruire quelque chose qui a à peu près la bonne moyenne et aussi le bon saut là où il le faut et pour reconstituer l'image du départ. Et c'est ça l'idée des ondelettes. Alors, bon, il faut faire tout ça à deux dimensions parce que jusqu'à présent, on n'a travaillé que dans une seule dimension. Nous allons faire à deux dimensions. On a des pixels dans les deux directions, donc on a des nombres, des tableaux de nombres plutôt que des rangées de nombres. Et ici est ce tableau de 4 x 4 nombres, mais à nouveau, je vais vous demander d'imaginer que les manipulations que je fais sont faites par toute l'image, pas seulement sur le petit bout que je vous montre. Alors, je vais d'abord, horizontalement, prendre les nombres en paires et pour chaque paire, calculer moyenne. Et je le fais ici. Et je sais bien qu'il y a certainement pas mal d'entre vous qui se sont rendus compte que la moyenne de 121 et 122 n'est pas 120,5. En fait, je me suis trompée, etc. Et quand je me suis trompée, j'avais déjà préparé tous ces transparents et je me suis dit, mais peut-être c'est pas si mal que ça que les gens voient que même les mathématiciens se trompent dans leurs calculs.
Et comme ça, vous verrez, nous ne sommes pas les gens les mathématiciens ne sont pas nécessairement des gens qui balancent leur checkbook à la fin de chaque semaine. Certainement, moi, je ne le suis pas. Bon, alors, les moyennes et les différences. Et donc, j'ai maintenant 2 tableaux de nombres qui correspondent à ces moyennes horizontales et ces différences horizontales. Alors, maintenant, je refais la même chose verticalement, mais comme j'ai déjà 2 tableaux, pour chacun de ces tableaux, quand je regarderai les choses verticalement, je calculerai des moyennes et des différences. Donc, j'aurai 4 tableaux à la fin, parce que pour chacun, je calculerai des moyennes et des différences verticales maintenant. Et donc, finalement, j'ai un tableau de moyenne dans les 2 directions et 3 tableaux différents de différence. Et si je retourne ici, j'ai ces 3 tableaux, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bon, imaginez une image qui a des rayures horizontales, foncé, clair, etc. Alors, ça veut dire qu'il y a des rangées de nombres très petits et des rangées de nombres grands, petits et grands. Alors, si je prends des moyennes horizontales, les rangées à nombre petit donneront des moyennes petites. À rangée grande, à nombre grand donnerait des moyennes grandes, etc. Et alors, si je prends la différence verticalement, j'aurai des grandes différences. Petit et grand, grande différence, etc. Donc, de grands nombres ici, des nombres grands en valeur absolue, qui peuvent être négatifs ou positifs, indiqueront la présence de lignes horizontales dans l'image. Par contre, si j'ai des lignes verticales, j'ai des alternances de nombres grands, petits, etc. Alors, si je prends les différences horizontales, j'aurai de grandes différences dans chaque paire, et toujours dans le même sens, et donc d'une rangée à l'autre. Et si je prends la moyenne verticale, ces grandes différences vont survivre. Donc, si je prends la moyenne verticale de différences horizontales et les nombres qui en sortent sont grands, alors ça indique la présence de lignes verticales. Et bon, quand on prend la différence dans les 2 sens, on essaye de trouver une alternance, non pas de choses en colonne ou en rangée, mais quelque chose comme un champ d'échecs. Avec noir, blanc, etc., en quinconce. Et alors, évidemment, ça donne des diagonales dans les 2 sens. Tout comme dans un jeu d'échecs, on voit des diagonales dans les 2 sens. Bon, mais évidemment, je refais aussi, comme je le fais en une dimension, je fais la même opération sur les moyennes que j'avais obtenues en première génération. Et j'ai maintenant des différences du même type, mais à une échelle différente. Alors, essayons de voir tout ça sur une image réelle. Donc, j'ai ici une image en noir et blanc. Et la première chose que je vais faire, c'est calculer des moyennes horizontalement et verticalement. Alors, pour toute chaque paire de nombres horizontales, je ne calcule qu'un seul nombre. Et pour chaque paire verticale, je ne calcule qu'un seul nombre. Donc, j'aurai un carré qui aura la moitié des nombres des pixels que j'avais avant, dans les 2 sens, horizontalement et verticalement. Donc, je trouve une image, si je la représente à nouveau en image et pas en nombre, qui est d'une taille juste divisée par 2 et qui a un contenu similaire. Alors, si je regarde les différences horizontales et les moyennes verticales, différence horizontale me montrera quelque chose de grand quand j'ai une structure verticale. Et en effet, vous voyez, la voilà. Alors, je dois expliquer autre chose. Je vous ai montré, quand je calculais mes différences, qu'il y avait des nombres négatifs tout à coup. Parce que les nombres de mes pixels allaient de 0 à 255, mais après, j'allais prendre des différences. Ces différences peuvent donc aller de 255 moins 0, qui est la possibilité la plus extrême positive, jusqu'à 0 moins 255, qui donne moins 255 en bas. Donc j'ai maintenant une gamme plus grande
pour les nombres après avoir pris des différences. Et donc, il faudra que pour les différences, j'ai une représentation différente par niveau de gris de ces nombres. Je mettrai moins 255 en noir, 255 en blanc, et alors ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire aux alentours de 0, j'utiliserai le gris moyen entre les deux, le noir et le blanc. Et en effet, ici, on voit que dans la plupart des endroits, on trouve un gris moyen, c'est-à-dire des coefficients, des nombres qui résultent de ces calculs qui sont très proches de 0. Il n'y a qu'aux endroits où il y a une structure verticale dans l'image que tout à coup, la différence horizontale et moyenne verticale devient très importante et on voit autre chose que du gris. Mais j'avais aussi ces deux autres types de différences, moyennant ou différence horizontale, mais en différence verticale. Et là, je trouve des structures horizontales et diagonales, comme je vous l'avais indiqué. Mais dans ces trois types de différences, la plupart des nombres que je calcule sont très proches de 0. Alors, à partir de ces 4 espèces de nombres, je peux retourner en arrière. Tout comme quand j'ai 2 nombres et j'ai leur moyenne et leur différence, je peux toujours retourner en arrière. Donc, l'information que je vous donne ici à droite est suffisante pour reconstruire l'information sur la gauche. Je vais revenir à ça plus tard. Mais évidemment, je ne m'arrête pas à une échelle. Je vais à nouveau, pour cette image que j'ai là, je vais faire les mêmes opérations à l'échelle suivante. Donc, je vais à nouveau prendre la moyenne dans les deux sens et les 3 types de différences. Et ceci, maintenant, équivaut à la première génération de moyenne que j'avais calculée. Mais pour retourner à l'image, à toute l'information complète, je dois ajouter aussi l'information de différence à la première génération. Et je continue. Et j'ajoute, et je continue encore, et encore. Donc, j'ai fait 5 étapes de moyenne et de différence. Et vous voyez que la plupart des nombres que j'ai calculés sont un gris moyen, donc sont très proches de 0. Alors, on va regarder ce que veulent dire ces approximations successives. Je vous dis, on peut toujours retourner en arrière, on peut toujours recalculer. Ici, je recalcule à partir de l'information que j'ai tout en haut et je n'ajoute pas l'information des différences. Alors, si je fais ça, j'ai une image très floue ici. Alors, elle est très floue et ça vous montre qu'en fait, je vous ai menti un tout petit peu. Parce que je vous ai dit que je faisais 5 étapes de chaque fois la moyenne des 2 nombres. Donc, chaque nombre que j'ai ici à la fin, en haut à gauche, devrait correspondre à un carré de 32 sur 32 dans l'image originale d'un niveau de gris uniforme, si je n'ajoute pas les détails. Alors, vous voyez bien qu'il n'y a pas de bloc comme ça, 32 fois 32. En fait, l'image est beaucoup plus douce. Et c'est parce que j'ai fait quelque chose qui, moralement, était équivalent à une moyenne, mais j'ai corrigé un peu avec les voisins. Et ça veut dire qu'alors les blocs que je reconstitue ne sont pas des blocs aussi nets, mais sont des blocs adoucis. Mais ce sont quand même des choses qui donnent peu d'informations, et c'est pour ça que mon image est très floue. Mais si j'ajoute alors des données, des détails, et encore des détails, et encore, vous voyez comment l'image entière se reconstitue petit à petit. Et en fait, on va regarder ça localement. Je vais regarder dans 2 endroits dans mon image d'origine. J'ai une partie dans le ciel et une partie dans la voile. Et je vais regarder, d'abord, nous allons regarder cette reconstruction étape par étape pour la partie dans la voile, où vous voyez qu'il y a des détails, il y a ce trait plus ou moins horizontal, il y a les nombres qui sortent très nettement, et vous voyez qu'en ajoutant des détails, je retrouve petit à petit une image plus nette.
Faisons la même chose maintenant, mais pour les deux, pour le ciel et pour la voile. Et bon, j'espère que à l'avant, ici, peut-être pas à l'arrière, vous ne verrez déjà pas de différence entre les deux morceaux de ciel, l'original et l'approximation que j'ai ici. Mais ici, à l'avant, bon, je vais retourner en arrière. Regardez ce ciel, il bouge un tout petit peu quand j'ajoute du détail. Mais à partir d'ici, il ne bouge plus du tout. Dans la voile, on voit des tas de différences, mais dans le ciel, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce qu'il n'y a pas vraiment de détails fins. Donc, et ça nous mène au fait que les ondelettes peuvent donner de la compression d'image. Ici, j'ai à nouveau mon image et sa représentation en ondelettes. Et alors, supposons maintenant que je ne prenne qu'une partie des nombres à droite. Si je les prends tous, je peux reconstituer mon image. Essayons maintenant d'oublier tous ceux qui sont proches de 0. Et en fait, je ne reprends que ceux que je colorie en rouge ici. Ça me fait environ un trentième de la mémoire entière que j'aurais dû utiliser pour tous ces nombres. Et alors, on peut récupérer l'image à gauche. Alors, je vais clignoter entre l'image originale et celle reconstruite à partir d'un trentième des données. Et vous verrez, elle n'est pas parfaite. Mais elle est quand même pas mal. Je veux dire, un trentième, ça veut dire quoi? Chaque pixel au départ avait 8 bits. Donc chaque groupe de 2 x 2 pixels avait 32 bits. 8 x 4. Donc un trentième me donne pour chaque groupe de 2 x 2 pixels, au lieu de 32 bits, environ 1 bit. Donc pour chaque groupe de 2 à 2 pixels, j'ai assez d'informations pour vous dire si j'étais bête pour encoder l'information de cette façon-là, si ce carré était plutôt noir ou plutôt blanc. Et c'est tout ce que j'aurais pu vous dire. Et si je faisais ça sur toute mon image, elle serait atroce. Pourtant, avec la même information, j'arrive à reconstituer une image qui est aussi proche de l'original que celle-ci. Et c'est ça la beauté des ondelettes, c'est qu'en ayant utilisé le fait que beaucoup d'ondelettes seront très petites, on ne sait pas d'avance lesquelles. L'image elle-même va vous dire lesquelles. On ne garde que les nombres qui sont grands. On arrive à reconstituer avec une fidélité très surprenante. Et si on garde un peu plus, si je regarde aussi les nombres en vert ici, j'ai une image presque parfaite. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une très grande localisation dans cette application. Ici, je vais vous illustrer comment cette localisation se traduit quand on veut utiliser des ondelettes pour pour rapatrier des images d'une banque de données à distance. Supposons qu'on a une communication à débit faible et qu'on veuille récupérer, par exemple, des images médicales à grande résolution, mais on n'en a pas besoin de toute l'image médicale, mais seulement d'une partie. Alors, on rapatrie d'abord une version grossière, et puis on indique sur cette image, on donne l'information de la zone sur laquelle on veut plus de détails. La base de données colorie, détermine les coefficients qu'il faut vous donner en rouge, et alors ne vous envoie que cela, et vous pourrez voir une zone avec un très grand détail et ne pas gaspiller le canal de communication sur d'autres parties. Bon, ça, c'était les ondelettes. Alors, je vous ai montré, primo, qu'il était facile de décomposer des choses en ondelettes, qu'il y avait des algorithmes très simples, parce que qu'est-ce qui est plus simple composer que des moyennes et des différences, malgré le fait qu'il faut le faire un peu plus intelligent, de façon un peu plus intelligente que ça, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Qu'il y a moyen d'avoir une représentation très efficace de choses qui dans beaucoup d'endroits, ne changent pas énormément, mais on met l'information là exactement dont on a besoin parce qu'il y a de grands changements. Et l'image, la transformation de l'image elle-même vous le dit.
Alors, si vous avez des calculs numériques à faire avec des choses, avec par exemple la structure de la Terre ou la déviation de la structure de la Terre par rapport à sa version à symétrie sphérique, c'est exactement quelque chose comme ça. Il y a des endroits où il y a une différence dans les panaches très marquée, où il y a d'autres zones, comme par exemple sous l'Afrique du Sud, où il y a une zone plus grande qui est plus chaude et plus élevée, et qu'on va aussi vouloir retrouver. Mais dans la plupart des endroits, il n'y a pas de grosse différence, et donc tout est bien plat, et donc on ne voit pas de structure très grande. Donc, on a vu la Terre, les structures, les panaches, on a vu ce qu'étaient les ondelettes. Alors, essayons maintenant de voir comment les deux se sont mis ensemble dans cette aventure dont je vous parlais. Alors, il y a déjà 7 ou 8 ans que sont entrés dans mon bureau deux pionniers en sismologie globale, Hugues Nollet, qui est un professeur qui a fait beaucoup de calculs numériques en sismologie globale, qui était à ce moment-là un professeur à Princeton comme moi-même, et qui est maintenant à l'université de Nice en France, et Anthony Dahlen, qui était lui aussi un professeur en sismologie théorique à Princeton, qui malheureusement est décédé quelques années après cette première rencontre. Alors, eux étaient vraiment les réels moteurs de ce projet. Eux étaient les spécialistes en sismique, et ils sont venus me voir, la mercenaire mathématique dans l'histoire, et voulaient utiliser les ondelettes pour leur tomographie sismique globale. Et pourquoi ? Parce que pour la première fois, ils avaient entrevu que les méthodes sismiques pouvaient peut-être capter les régions des panaches. Ils avaient une étudiante, Raffaella Lamontelli, et ils avaient vu... Oups. Oh, je n'ai pas ça. Ils avaient une première entrevue des calculs que Raffaella Lamontelli avait fait en raffinant des résultats de Hugues Nollet lui-même, qui montraient vaguement des zones plus chaudes dans la Terre, enfin à mi-niveau dans le manteau, plus chaudes qu'ailleurs. Et elle avait revérifié ses calculs, ce n'était pas du tout à ce quoi elle s'attendait, mais elle montrait à Hugues Nollet, qui lui était vraiment très surpris, parce que, et je vais vous montrer, voilà l'image que Raffaella avait trouvée, et vous voyez donc des zones chaudes et froides, mais ce qui avait frappé Hugues Nollet, c'est qu'il y a une zone chaude ici, juste devant l'Afrique. Vous vous souvenez ? C'est là que se trouvaient les îles Canaries et les îles au Cap-Vert, qui étaient des îles volcaniques supposées à panache. Il y a des zones ici au milieu du Pacifique, avec Haïti et Hawaï et Tahiti. Il y a une zone ici, près de la Réunion et de Kerguelen. Il y a en fait presque toutes les zones chaudes qui se trouvaient sur ce premier calcul de Raffaella Lamontelli correspondait à des zones où on supposait qu'il y avait des panaches. Mais le calcul que Raffaella avait fait était au bord de ce qui était possible, et Hugues Nollet et Anthony Dahlen voulaient voir plus proche, voulaient faire un zoom-in sur la région, et ça, ils n'arrivaient pas à le faire avec la méthode que Raffaella et Hugues avaient développée. Et ils m'ont demandé est-ce qu'on pouvait le faire avec des ondelettes. Et donc, ça a été le début d'une aventure, d'une collaboration avec eux, et voilà, qui a duré plusieurs années, qui continue toujours. Ici, vous voyez la liste de tous les collaborateurs qui ont contribué à un stade ou à un autre. Nous avons expérimenté avec différents modèles d'ondelettes, parce qu'il fallait quand même des ondelettes qui étaient vraiment faites particulièrement bien pour le modèle, pour le problème de la sismique. On a validé, corrigé nos intuitions, notre compréhension intuitive,
et on a construit des modèles plus gros et plus complexes. Alors voici le premier modèle réel avec lequel on a fait quelque chose. C'était un modèle d'un un dôme de sel avec du liquide dedans qui avait été étudié en très grand détail sismique. Et on voit ici donc le modèle original et des résultats de reconstruction à partir de données sismiques pour ce dôme avec des méthodes différentes. Et ici, à la méthode standard, et vous voyez, elle donne des tas de petites taches, de petites ondulations un peu partout qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Voici, il y a d'autres versions qui n'ont pas ces petites taches, mais qui sont alors extrêmement floues et ne donnent pas beaucoup de détails. Voici ce que donne la méthode à ondelettes. À nouveau, ce n'est pas la même chose que le modèle d'origine, mais parmi tous ces modèles, c'est celui qui a la meilleure balance entre réalité qui existe dans le modèle physique et simplicité. Donc, ne pas inventer des choses qui ne se trouvent pas dans le modèle, comme ce modèle-ci, par exemple, le fait. Alors, pour la Terre entière, on a travaillé avec un modèle de la Terre cubique. Je me disais, c'est incroyable. Jamais les mathématiciens n'oseraient faire ça, une Terre cubique, mais les géophysiciens le font. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils imaginent avoir un cube à l'intérieur. Si vous aviez un cube à l'intérieur de la Terre, et alors du centre de la Terre, vous faisiez des plans qui traverseraient les arêtes de ce cube et le centre de la Terre. Ça donnerait un plan qui couperait la Terre en grands cercles. Alors, ces cercles découperaient des régions plus ou moins carrées sur la Terre, donc 6 régions, puisqu'il y a 6 facettes à un cube. Et sur chacune de ces régions, on peut faire un réseau plus ou moins carré dans lequel on peut faire les calculs. Et pour des raisons techniques, ils aimaient réellement utiliser ce genre de découpage. Et donc, on a travaillé avec des ondelettes 3-dimensionnelles sur ce réseau de la Terre en cubique, et alors en profondeur jusqu'au noyau. Et donc, on a des ondelettes, on a des représentations creuses. Comme je vous disais, on avait des représentations du modèle où, pour la plupart de ces nombres des coefficients d'ondelettes qu'on dit, les nombres seraient zéro, mais les données elles-mêmes allaient décider où il fallait mettre quelque chose de non zéro. Mais on peut mathématiquement travailler avec des modèles qui sont creux, mais où on ne décide pas d'avance où les parties non creuses vont se situer, et où le calcul lui-même met en place les parties non creuses, mais toute la représentation reste quand même très creuse, donc avec peu de coefficients, mais très efficace au bon endroit. Alors, et plein d'astuces astuces pour calcul rapide qui utilisent des nouvelles techniques qui ont été élaborées la dernière décennie pour utiliser des projections aléatoires qui donnent quand même, bien qu'elles soient à dimension beaucoup plus réduite, une bonne image de ce qui se passe dans l'espace entier. Enfin, donc, je vous en passe, et finalement, nous venons de faire, en fait, l'article est en revue, il est au 2e stage de révision, et nous attendons à ce qu'il soit accepté pour la publication très prochainement, faire un calcul avec les réelles données pour toute la Terre. Donc, des données pour tous les tremblements indiqués par un petit point bleu ici, donc des tremblements de terre dans le monde entier, et tous les enregistrements sismiques dans les stations sismiques de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Et alors, à partir de cela, nous avons calculé pour le manteau la structure en profondeur à différents
à différentes sections. Et voici, le dessus est la section que donnerait une méthode traditionnelle qui expliquerait les données mesurées. Et le dessous est ce que nous trouvons avec notre méthode à nous. Et vous voyez, il y a deux choses qui sont importantes. Primo, il y a des structures très localisées, mais d'autre part, il y en a beaucoup moins, et elles sont beaucoup moins oscillantes que dans le vieux modèle. Donc, on est beaucoup plus parcimonieux. C'est un peu le rasoir d'Occam. On essaye d'expliquer les données, mais de la façon la plus économique possible. Il y a beaucoup de façons, beaucoup de données simulées qui donneraient la même explication que celle qu'on a mesurée, mais on essaye de ne pas inventer des choses là où il ne faut pas. Et alors, Husnolet est extrêmement heureux de ces résultats. Et alors maintenant, nous allons continuer et essayer de regarder avec des résultats sismiques de par la Terre entière. Pas seulement en Amérique du Nord, parce que finalement, en dessous de l'Amérique du Nord, il n'y a pas de panache que nous sachions. Donc, pour retrouver si on peut... Donc, l'aventure continue, mais mon rôle de mercenaire mathématique est pratiquement terminé parce que les géophysiciens, les géophysiciens dans l'équipe ont appris comment il fallait faire. J'ai un ancien étudiant qui est postdoc chez Husnolet maintenant, et nous sommes très heureux. Et je suis très impatiente de voir comment la méthode va faire sur les grands résultats. Et j'espère que la Terre parlera pour nous. Ingrid, merci beaucoup pour cette très belle conférence. J'ai une question très très simple. Quels sont les avantages, enfin une question qu'on ne peut pas éviter, je crois. Quels sont les avantages de la théorie des ondelettes par rapport à l'analyse de Fourier classique? Donc, l'analyse de Fourier classique permet évidemment de décomposer tout signal qu'on veut. Mais si on a un signal, par exemple, sur un intervalle qui est doux pour la plupart du temps, mais a des discontinuités très fortes à d'autres endroits, alors évidemment, on peut décomposer ce signal en série de Fourier et on trouvera le phénomène Gibbs bien connu, c'est-à-dire qu'on aura des oscillations qui sont occasionné par le fait qu'on n'a pas une infinité de termes de Fourier et qu'on essaye de modéliser quelque chose qui est doux et alors une discontinuité, quelque chose de doux à nouveau. Et le phénomène de Gibbs a deux aspects. Primo, on trouve des oscillations partout et puis on a un overshoot et un undershoot près de la discontinuité. Alors, ce over et undershoot, en général, on peut... Si on utilise des ondelettes très performantes, on a la même chose, bien qu'on puisse s'en défaire. Mais ce qui est très important, ce qu'on a avec toutes les méthodes d'ondelettes, c'est que tous ces ripples qu'on trouve loin de la discontinuité disparaissent. Donc là où le signal est doux, la reconstruction en ondelettes sera parfaite. Et là où il y a la discontinuité, il se passe un artefact, mais qu'on peut, si on travaille avec des méthodes non linéaires, on peut l'éliminer. Mais de toute façon, on n'a pas cette délocalisation des artefacts qu'on trouve avec Fourier pour ce genre de signal. Il y a plusieurs années, je travaillais dans l'inspection industrielle des matériaux par des méthodes ultrasoniques. Et on voyait arriver l'utilisation des ondelettes pour analyser le signal, justement, dans le temps, lorsqu'il est très bruyant, mais ça remonte, je dirais, plus que 15 ans. Vous, avant de travailler sur la compression JPEG et tout, qu'est-ce qui vous a en premier attiré aux ondelettes? Ce qui m'a attiré en premier aux ondelettes, c'était dans les années 80, le fait que, comme les mathématiques qui sont sous-jacentes aux premières versions des ondelettes, c'était avant les bases d'ondelettes, étaient très similaires à des techniques qu'on utilise en physique mathématique, c'est-à-dire pour les approximations semi-classiques de la mécanique quantique. Donc, où on utilise aussi une localisation en espace et en impulsion au lieu du temps. Et en fait, on est en train d'essayer de faire une méthode temps-fréquence, sauf que c'est espace et impulsion. Et en fait, les premières applications de ces méthodes étaient pour des signaux sismiques.
et aussi pour des signaux auditifs, donc en temps, comme vous le disiez. Ok. Merci. Voilà, je me posais la question, dans le domaine de l'astronomie, il y a l'astérosismologie, qui est un petit peu ce que vous faites, mais sonder les étoiles à distance. Oui. Je sais qu'on utilise beaucoup les transformés de Fourier dans ce cas-ci, oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose avec les ondelettes? Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez... Oui, en astronomie, beaucoup de travail s'est fait avec les ondelettes pour trouver et pour séparer des sources différentes. Par exemple, on trouve, on trouve des images des galaxies et des images d'étoiles superposées. Et si on veut séparer les deux, et on veut en plus séparer le signal qui vient de la poussière cosmique, etc., pour pouvoir tester des théories astrophysiques, il faut bien pouvoir séparer des sources très fortes mais très ponctuelles, de sources plus étendues et qui sont des galaxies. Et pour ce faire, on utilise des méthodes de décomposition d'ondelettes et alors des méthodes très non linéaires pour séparer les différentes sources. À nouveau, la localisation des ondelettes est très importante dans ce domaine. Pour la sismique des exoplanètes ou des autres objets, des astres, je ne sais pas si la résolution que nous avons est déjà assez grande pour pouvoir faire autre chose que de simple harmonique sphérique. Donc, je ne sais pas si nous avons une assez grande résolution pour pouvoir trouver des choses locales, sauf pour le Soleil, évidemment. Mais, merci beaucoup.